cette vidéo, on est vers la page 85, ce qui signifie que j'ai déjà lu toutes les pages précédentes. Vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés, mais aussi dans le i en haut de l'écran, le lien vers mes vidéos précédentes de ce roman, parce que j'aime bien le lire avec vous en entier, vu qu'il est libre de droit. Ça me donne l'impression de faire une histoire du soir avant de dormir. Comme ces vidéos n'ont qu'un succès très mitigé, je ne les fais qu'une fois par mois, donc ça commence à faire un moment qu'on a démarré le livre, mais c'est pas grave. On le finira un jour, c'est promis. On fait petit à petit. Et là, on a fait la moitié déjà de ce livre, donc on va continuer comme ça. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire pour l'intro. On est au moment où Grandet essaye de convaincre ses amis, les Cruchot et les des Grassins, de s'occuper des affaires de son frère décédé à sa place, et qu'il est donc en train d'organiser un petit peu tout ça. Mon père enlèverait-il mon cousin, se dit-elle en entr'ouvrant sa porte avec assez de précaution pour l'empêcher de crier, mais de manière à voir ce qui se passait dans le corridor. Tout à coup, son œil rencontra celui de son père, dont le regard, quelque vague et insouciant qu'il fût, la glaça de terreur. Le bonhomme et Nanon étaient accouplés par un gros gourdin, donc chaque bout reposait sur leur épaule droite et soutenait un câble auquel était acheté un barillet, semblable à ceux que le père Grandet s'amusait à faire dans son fournil à ses moments perdus. Sainte Vierge, monsieur, s'abaisse-t-il, dit à voix basse la Nanon. Quel malheur que ce ne soit que des gros sous, répondit le bonhomme. Prends garde de heurter le chandelier. Cette scène était éclairée par une seule chandelle, placée entre deux barreaux de la rampe. Cornoiller, dit Grandet à son garde in partibus. As-tu pris tes pistolets? Non, monsieur, pardez. Quoi qu'il y a donc à craindre pour vos gros sous? Oh, rien, dit le père Grandet. D'ailleurs, nous irons vite, reprit le garde. Vos fermiers ont choisi pour vous leurs meilleurs chevaux. Bien, bien, tu ne leur as pas dit où j'allais. Je ne le savais point. Bien, la voiture est solide. Ça, notre maître, ça porterait 3000. Qu'est-ce que ça pèse donc, vos méchants barils? Tiens, dit Nanon, je le savons bien. Y a ben près de 18 ans. Veux-tu te taire, Nanon? Tu diras à ma femme que je suis allée à la campagne. Je serai revenu pour dîner. Va bon train, Cornoiller, faut être à Angers avant 9 heures. La voiture partit. Nanon verrouilla la grande porte, lâcha le chien, se coucha l'épaule meurtrie, et personne dans le quartier ne soupçonna ni le départ de Grandet, ni l'objet de son voyage. La discrétion du bonhomme était complète. Personne ne voyait jamais un sou dans cette maison pleine d'or. Après avoir appris dans la matinée, par les causeries du port, que l'or avait doublé de prix par suite de nombreux armements entrepris à Nantes, et que des spéculateurs étaient arrivés à Angers pour en acheter, le
vieux vigneron, par un simple emprunt de chevaux, fait à ses fermiers, se mit en mesure d'aller y vendre leurs siens et d'en rapporter en valeur du receveur général sur le trésor la somme nécessaire à l'achat de ses rentes, après l'avoir grossi de l'agiot. Mon père s'en va, dit Eugénie, qui du haut de l'escalier avait tout entendu. Le silence était rétabli dans la maison, et le lointain roulement de la voiture, qui cessa par degrés, ne retentissait déjà plus dans Saumur endormi. En ce moment, Eugénie entendit en son cœur, avant de l'écouter par l'oreille, une plainte qui perça les cloisons et qui venait de la chambre de son cousin. Une bande lumineuse, fine autant que le tranchant d'un sabre, passait par la fente de la porte et coupait horizontalement les balustres du vieil escalier. « Il souffre, dit-elle en grimpant de marche. Un second gémissement la vit arriver sur le palier de la chambre. La porte était entr'ouverte. Elle alla la pousser. Charles dormait, la tête penchée en dehors du vieux fauteuil. Sa main avait laissé tomber la plume et touchait presque à terre. La respiration saccadée que nécessitait la posture du jeune homme effraya soudain Eugénie, qui entra promptement. « Il doit être bien fatigué, se dit-elle en regardant une dizaine de lettres cachetées. Elle en lut les adresses à messieurs Fary, Breyman et compagnie, Carrossier, à monsieur Buisson, d'ailleurs, etc. Il a sans doute arrangé toutes ses affaires pour pouvoir bientôt quitter la France, pensa-t-elle. Ses yeux tombèrent sur 2 lettres ouvertes. Ces mots qui en commençaient une, ma chère Annette, lui causèrent un éblouissement. Son cœur palpita, ses pieds se clouèrent sur le carreau. Sa chère Annette, il aime, il est aimé. Plus d'espoir. Que lui dit-il? Ces idées lui traversèrent la tête et le cœur. Elle lisait ces mots partout, même sur les carreaux, en traits de flamme. Déjà, renoncer à lui. Non, je ne lirai pas cette lettre. Je dois m'en aller. Si je la lisais, cependant. Elle regarda Charles, lui prit doucement la tête, la posa sur le dos du fauteuil, et il se laissa faire comme un enfant qui, même en dormant, connaît encore sa mère et reçoit, sans éveiller, ses soins et ses baisers. Comme une mère, Eugénie releva la main pendante, et comme une mère, elle baisa doucement les cheveux. Chère Annette, un démon lui criait ces 2 mots aux oreilles. Je sais que ce que je fais est peut-être mal, mais je lirai la lettre, dit-elle. Eugénie détourna la tête, car sa noble probité gronda. Pour la première fois de sa vie, le bien et le mal étaient en présence dans son cœur. Jusque-là, elle n'avait eu à rougir d'aucune action. La passion, la curiosité l'emportèrent. À chaque phrase, son cœur se gonfla davantage.
et l'ardeur piquante qui anima sa vie pendant cette lecture lui rendit encore plus friand les plaisirs du premier amour. Ma chère Annette, rien ne devait nous séparer, si ce n'est le malheur qui m'accable et qu'aucune prudence humaine n'aurait pu prévoir. Mon père s'est tué, sa fortune et la mienne sont entièrement perdues. Je suis orphelin à un âge où, par la nature de mon éducation, je puis passer pour un enfant. Je dois néanmoins me relever homme de l'abîme où je suis tombé. Je viens d'employer une partie de cette nuit à faire mes calculs. Si je veux quitter la France en honnête homme, et ce n'est pas un doute, je n'ai pas 100 francs pour moi pour aller tenter le sort aux Indes ou en Amérique. Oui, ma pauvre Anna, j'irai chercher la fortune sous les climats les plus meurtriers. Sous de tels cieux, elle est sûre et prompte, m'a-t-on dit. Quant à rester à Paris, je ne saurais. Ni mon âme, ni mon visage ne sont faits à supporter les affronts, la froideur, le dédain qui attendent l'homme ruiné, le fils du failli. Bon Dieu, de voir 2 millions. J'y serais tué en duel dans la première semaine. Aussi n'y retournerai-je point. Ton amour le plus tendre et le plus dévoué, qui jamais est ennobli le cœur d'un homme, ne saurait m'y attirer. Hélas, ma bien-aimée, je n'ai point assez d'argent pour aller là où tu es. Donner, recevoir un dernier baiser, un baiser où je puiserai la force nécessaire à mon entreprise. Pauvre Charles, j'ai bien fait de lire, j'ai de l'or, je le lui donnerai, dit Eugénie. Elle reprit sa lecture après avoir essuyé ses pleurs. Je n'avais point encore songé au malheur de la misère. Si j'ai les 100 louis indispensables au passage, je n'aurai pas un sou pour me faire une pagotille. Mais non, je n'aurai ni 100 louis, ni un louis. Je ne connaîtrai ce qui me restera d'argent qu'après le règlement de mes dettes à Paris. Si je n'ai rien, j'irai tranquillement à Nantes. Je m'y embarquerai simple matelot, et je commencerai là-bas comme ont commencé les hommes d'énergie qui n'avaient pas un sou et sont revenus riches des Indes. Depuis ce matin, j'ai froidement envisagé mon avenir. Il est plus horrible pour moi que pour tout autre. Moi, choyé par une mère qui m'adorait, chéri par le meilleur des pères, et qui, à mon début dans le monde, ai rencontré l'amour d'une Anne. Je n'ai connu que les fleurs de la vie. Ce bonheur ne pouvait pas durer. J'ai néanmoins, ma chère Annette, plus de courage qu'il n'en était permis à un insouciant jeune homme d'en avoir, surtout à un jeune homme habitué aux cajoleries de la plus délicieuse femme de Paris, bercé dans les joies de la famille, à qui tout souriait au logis et dont les désirs étaient des lois pour un père. Oh, mon père, Annette, il est mort. Eh bien, j'ai réfléchi à ma position, j'ai réfléchi à la tienne aussi. J'ai bien vieilli en 24 heures. Chère Anna, si, pour me garder près de toi, dans Paris, tu
accepté tant de sacrifices. Nous nous quittons donc aujourd'hui pour toujours. Il la quitte, Sainte Vierge, oh bonheur. Eugénie sauta de joie. Charles fit un mouvement. Elle en eut froid de terreur, mais, heureusement pour elle, il ne s'éveilla pas. Elle reprit. Quand reviendrai-je? Je ne sais. Le climat des Indes vieillit promptement un Européen, et surtout un Européen qui travaille. Mettons-nous à 10 ans d'ici. Dans 10 ans, ta fille aura 18 ans. Elle sera ta compagne, ton espion. Pour toi, le monde sera bien cruel. Ta fille le sera peut-être davantage. Nous avons vu des exemples de ces jugements mondains et de ces ingratitudes de jeunes filles. Sachons en profiter. Garde au fond de ton âme, comme je le garderai moi-même, le souvenir de ces 4 années de bonheur, et sois fidèle, si tu peux, à ton pauvre ami. Je ne saurais toutefois l'exiger parce que, vois-tu, ma chère Annette, je dois me conformer à ma position, voir bourgeoisement la vie, et la chiffrer au plus vrai. Donc, je dois penser au mariage, qui devient une des nécessités de ma nouvelle existence. Et je t'avouerai que j'ai trouvé ici, à Saumur, chez mon oncle, une cousine dont les manières, la figure, l'esprit et le cœur te plairaient, et qui, en outre, me paraît avoir. Il devait être bien fatigué pour avoir cessé de lui écrire, se dit Eugénie en voyant la lettre arrêtée au milieu de cette phrase. Elle le justifiait. N'était-il pas impossible alors que cette innocente jeune fille s'aperçut de la froideur empreinte dans cette lettre? Aux jeunes filles religieusement élevées, ignorantes et pures, tout est amour dès qu'elles mettent le pied dans les régions enchantées de l'amour. Elles y marchent enchantées de la céleste lumière que leur âme projette et qui rejaillit en rayons sur leur amant. Elles le colorent des feux de leurs propres sentiments et lui prêtent leurs belles pensées. Les erreurs de la femme viennent presque toujours de sa croyance au bien ou de sa confiance dans le vrai. Pour Eugénie, ces mots, ma chère Annette, ma bien-aimée, lui résonnaient dans le cœur comme le plus joli des langages de l'amour, et lui caressaient l'âme comme, dans son enfance, les notes divines du Venite adoremus, je ne sais pas comment on dit, désolé, redites par l'orgue, lui caressèrent l'oreille. Par ailleurs, les larmes qui baignaient encore les yeux de Charles lui accusaient toutes les noblesses de cœur par lesquelles une jeune fille doit être séduite. Pouvait-elle savoir que si Charles aimait tant son père et le pleurait véritablement, cette tendresse venait moins de la bonté de son cœur que des bontés paternelles? Monsieur et Madame Guillaume Grandet, en satisfaisant toujours les fantaisies de leur fils, en lui donnant tous les plaisirs de la fortune, l'avaient empêché de faire les horribles calculs dont sont plus ou moins coupables à Paris la plupart des enfants quand, en présence des jouissances parisiennes, ils forment des désirs et conçoivent des plans qu'ils voient avec chagrin incessamment ajournés ou retardés par la vie de leurs parents.
aux hommes, ni même aux événements. On y fait de faux événements. Là, pour voir juste, il faut peser chaque matin la bourse d'un ami, savoir se mettre politiquement au-dessus de tout ce qui arrive, provisoirement, ne rien admirer, ni les œuvres d'art, ni les nobles actions, et donner pour mobile à toute chose l'intérêt personnel. Après 1000 folies, la grande dame, la belle Annette, forçait Charles à penser gravement. Elle lui parlait de sa position future, en lui passant dans les cheveux une main parfumée, en lui refaisant une boucle. Elle lui faisait calculer la vie. Elle le féminisait et le matérialisait. Double corruption, mais corruption élégante et fine, de bon goût. Voilà. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour ma lecture. J'espère que ça vous a plu et relaxé. Je vous retrouve d'ici quelques semaines pour un nouvel épisode de ce roman. D'ici là, je vous retrouve tous les jours pour de nouvelles vidéos. Le lundi, je fais très souvent des vidéos booktube, donc d'avis de livres, donc n'hésitez pas, si comme moi vous aimez lire, à revenir ce jour-là. Et puis les autres jours, il y a bien sûr d'autres choses sur ma chaîne. Le mercredi par contre, ça se passe sur ma chaîne secondaire avec des vidéos sans chuchotement. Je vous souhaite donc une bonne soirée.